Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à l'amour. Saint-Valentin oblige. Donc, que vous soyez un Français curieux de connaître les explications de certaines expressions idiomatiques ou une personne qui apprend le français, à l'issue de cette vidéo, vous saurez ce que veut dire avoir le cœur qui bat la chamade, tenir la chandelle ou tout simplement il ou elle a mis un coup de canif dans le contrat. C'est moins drôle. Bon, donc vous saurez tout cela. Donc pour chaque expression, nous avons donc une petite vidéo, un petit texte que je vous invite également, si vous apprenez le français, à lire, mais n'hésitez pas à mettre sur stop. Et puis pour me soutenir, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les notifications, la petite cloche, et si vous pouvez mettre un petit pouce ou un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps avec vous que ça. Je pense que l'important c'est de partir à la découverte de ces expressions, et je vous souhaite à tous une agréable et très belle Saint-Valentin. Bienvenue dans cette vidéo. Donc comme je vous le disais, c'est une vidéo qui est vraiment consacrée à l'amour, car le 14 février nous allons fêter la Saint-Valentin, sachant que la Saint-Valentin n'est pas forcément réservée aux amoureux, hein. Ça peut être aussi l'occasion de montrer des attentions et l'amour au sens large. D'ailleurs, dans certains pays, vous avez des personnes qui offrent des cadeaux, par exemple à toute leur classe, et ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément amoureux. Donc les expressions de l'amour, les expressions idiomatiques françaises sont assez drôles, assez originales, et je vous propose de venir les découvrir avec moi. Pour ouvrir cette vidéo, une citation très drôle attribuée à Delphi de Thon. « Nous aimons qu'on parle d'amour, même si ce n'est pas à nous qu'on cause. » Donc en fait, c'est vrai que on aime bien parler d'amour, même si forcément on n'est pas amoureux. Des fois, on est un petit peu curieux, hein. Vous savez, on aime bien savoir un petit peu ce qui se passe autour de nous, auprès des people, ce genre de choses. Et puis, des fois, lorsqu'on est une personne donc étrangère qui apprend la langue, c'est pas évident de capter certaines conversations, parce que les gens parlent d'amour et on ne comprend pas ce qu'il raconte. Alors, par exemple, vous avez une expression, il a plusieurs bureaux, hein. Moi, j'ai beaucoup d'élèves anglo-saxons qui traduisent par he has many offices. Et he has many offices in French doesn't mean he is a person who is working a lot. It means he's someone with a lot of affairs. Voilà, donc j'ai dit un peu en anglais avec mon anglais, hein. Donc, une personne qui a plusieurs bureaux en français, c'est quelqu'un, non pas qui travaille beaucoup, mais quelqu'un qui a beaucoup d'affaires, et pas des affaires business, des affaires, des relations extra-conjugales. Mais nous allons rester un petit peu plus romantique en parlant donc des expressions françaises traditionnelles. Et je vous dis à tout de suite pour la première. Notre première expression est avoir des papillons dans le ventre. Alors, que signifie avoir des papillons dans le ventre? Regardez le document. Éprouver de délicieux frissons qui nous traversent en présence de l'être aimé. Alors, l'équivalent anglais, to be weak in the knees, to have butterfly in the stomach. Si j'ai des élèves qui veulent me donner un équivalent anglais, vous pouvez le mettre en commentaire. Alors, cette expression, à l'origine, elle vient du Canada, et au départ, c'était pour exprimer l'idée qu'on avait peur, qu'on avait le trac, la frousse. On était donc mort de peur. Donc, c'était pas du tout un sentiment amoureux, mais très vite, ça a été utilisé de manière un petit peu plus positive pour exprimer un ressenti physique plaisant quand on évoque ou quand on voit l'objet de son amour. Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, il est très important d'avoir des papillons dans le ventre pour continuer à avoir une relation. Pour eux, c'est un indicateur d'intérêt et d'amour. Alors, je vous ai mis une phrase d'exemple d'utilisation. « Je suis tellement amoureuse que dès que j'entends le son de sa voix, j'ai des papillons dans le ventre. » Je vous souhaite à tous une passion de ce genre, parce que c'est vraiment génial. Et donc nous avons quelques petits synonymes également en français. Ressentir une vive émotion amoureuse,
être amoureux, hein, tout simplement, ressentir un plaisir intense vis-à-vis de l'être aimé. Donc ça, c'est souvent une phase hein, lors de notre rencontre amoureuse, les premiers temps de la passion. Et donc, j'ai des papillons dans le ventre. Je suis un peu un synonyme de « je suis extrêmement amoureux ». Voilà. Je pense que l'expression avoir des papillons dans le ventre est plutôt connue, mais l'expression que nous allons voir maintenant, avoir le béguin, l'est sans doute un peu moins, y compris de la part des francophones. C'est une expression, je ne vais pas dire ancienne, désuète, mais qui date quand même et qui signifie également éprouver des sentiments amoureux pour quelqu'un parce qu'on est sous son charme. Mais on n'est pas obligé d'être en relation, vous voyez, pour avoir le béguin. D'ailleurs, en anglais, c'est to have a crush, hein, avoir un crush. Et c'est une expression qui est apparue en fait il y a très très longtemps, au XIIe siècle. Il y avait un ordre religieux féminin, ça s'appelait les béguines, et ces religieuses portaient une coiffe en toile pour cacher leurs cheveux. Et elles étaient en communauté avec tout le monde, et pourtant c'était des femmes religieuses, et elles avaient été soi-disant charmées par l'appel de Dieu, et donc par analogie avec leur coiffure, eh bien, donc qui était le béguin, eh bien, avoir le béguin signifie être amoureux. Voilà, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, comme d'habitude, à chaque fois que j'enregistre une vidéo pour YouTube, ma rue est vraiment silencieuse et dès que j'enregistre, il y a énormément de bruit. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je pense que vous avez compris maintenant ce que signifie avoir le béguin et voici un exemple. J'ai le béguin pour David, il est tellement beau. Alors j'ai pris le prénom David au hasard, hein, je n'en connais aucun. C'est vrai que maintenant, on a tendance à utiliser un anglicisme hein, qui est crush, c'est dommage parce que c'est joli le béguin, avoir le béguin pour quelqu'un. Et d'ailleurs, dans les synonymes, on a des expressions comme être toqué d'eux, avoir quelqu'un dans la tête, être sous le charme de quelqu'un et également fondre pour quelqu'un. Voilà, donc si vous en avez marre d'utiliser le mot crush, n'hésitez pas à employer cette jolie expression, avoir le béguin. À présent, voici une de mes expressions de l'amour favorite, avoir un cœur d'artichaut. Alors, j'aime beaucoup cette expression parce que j'aime beaucoup le légume, l'artichaut, et je trouve que c'est très amusant, mais c'est vrai que lorsqu'on est victime d'un cœur d'artichaut, on n'est pas forcément satisfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur d'artichaut ? Ben, ça veut dire tomber amoureux de personnes différentes en permanence et leur partager son cœur. Vous savez, un petit peu comme l'artichaut, où on peut prendre, tout le monde peut prendre une feuille de l'artichaut. Donc, l'équivalent en anglais, ça serait to be a womanizer, to be an easy lover et to be an hopeless romantic. Ça, c'est si on est plutôt gentil, hein, d'être un incorrigible romantique. Mais dans l'idée de cœur d'artichaut, il y a aussi l'idée d'une personne instable qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Et à l'origine, eh bien, tout simplement, c'est donc une analogie avec la consommation de l'artichaut. Hein, comme l'artichaut que l'on consomme en détachant ses feuilles une à une, eh bien, le propriétaire d'un cœur d'artichaut, le ou la propriétaire, hein, il n'y a pas que des garçons dans cette situation, eh bien, donc les personnes qui ont un cœur d'artichaut, bah, elles donnent de l'amour à tout le monde en même temps, et donc, en fait, elles donnent de l'amour à personne, et également, ces personnes déclarent leur flamme sans cesse, elles sont instables en amour, elles tombent amoureuses vraiment toutes les 20 secondes. Et d'ailleurs, l'exemple que je vous ai donné, c'est « il tombe amoureux tous les jours d'une fille différente, il a un vrai cœur d'artichaut ». Voilà. Et puis, les gens peuvent aussi l'utiliser pour parler d'eux-mêmes, parce qu'ils ont le béguin, je ne vais pas dire le crush, voilà, ils ont le béguin pour des personnes assez fréquemment, et donc des fois ils disent « Ah, j'avoue, en ce moment, j'ai un cœur d'artichaut ». Alors, dans les synonymes, instable, donner son cœur facilement, tomber amoureux facilement, tomber amoureux à tout bout de champ, tomber sous le charme de nouvelles personnes en permanence. Voilà, donc c'est vrai que les gens qui ont un cœur d'artichaut ont donc une vie intense, leurs partenaires et les gens qui en tombent amoureux un peu moins, mais c'est une expression française, donc associée à la nourriture, comme souvent dans certaines expressions françaises, la nourriture et l'amour
sont liés. Et là, c'est vraiment très parlant, très imagé. Vous savez, l'artichaut, là, chacun prend une petite feuille et la mange. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être exclusifs. Une autre expression très sympathique, je trouve, c'est avoir le cœur qui bat la chamade. Parce que je la trouve sympathique parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on est vraiment amoureux, lorsqu'on dit j'ai le cœur qui bat la chamade, ça veut vraiment, c'est un peu l'équivalent d'avoir des papillons dans le ventre, mais c'est l'idée que votre cœur bat très 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 vite en présence de cette personne et c'est vraiment un des signes que vous êtes amoureux. C'est toujours très agréable d'être amoureux. En anglais, l'équivalent my heart is racing, my heart is pounding, et donc c'est vraiment avoir le cœur qui bat vite en présence de l'être aimé à cause de l'émotion ressentie, à cause de l'amour qu'on éprouve. Alors l'origine de cette expression, eh bien, elle est militaire. À l'origine, dans l'armée, lorsqu'on avait malheureusement perdu le combat, eh bien, on pouvait indiquer à son ennemi qu'on voulait se rendre, et il y avait un roulement de tambour, et donc ça s'appelait battre la chamade. Donc, et on agitait en même temps le drapeau blanc. Ça signifie je me rends, je suis vaincu. Donc là, vous avez vraiment toutes les analogies ensemble, le sens figuré. Hein, on est vaincu par l'amour, on se rend, notre cœur bat vite comme un roulement de tambour. Et donc, oui, au sens figuré, ça signifie qu'on accepte de céder à l'amour, on est complètement amoureux et on le ressent physiquement. Alors, dans les exemples d'utilisation, mon cœur bat la chamade quand je suis dans ses bras. Voilà, donc là c'est vraiment encore quelque chose que je vous souhaite, hein, si vous fêtez la Saint-Valentin, j'espère que vous avez des papillons dans le ventre et le cœur qui bat la chamade, il faut que ça vaille le coup quand même. Alors en synonyme, avoir le cœur qui palpite pour quelqu'un, mais pas des mauvaises palpitations, là on n'est pas dans le domaine médical, on est dans le domaine romantique. Avoir le cœur qui bat très vite et fort, au sens propre et figuré, pour quelqu'un, en présence donc d'une personne. On a donc ce cœur qui bat vite, mais ça peut être aussi au sens figuré, c'est une façon de dire qu'on est amoureux, et plutôt que d'utiliser j'ai des papillons dans le ventre, certaines personnes utilisent j'ai le cœur qui bat la chamade. Je suis sûre que vous connaissez cette expression, avoir le coup de foudre. Alors la signification, c'est tomber instantanément et passionnément amoureux, comme si on avait été frappé par un éclair, par la foudre. Et souvent, il y a cette idée que ce n'était pas prévu, ça nous arrive de manière subite. Et l'équivalent anglais, hein, love at first sight. Et l'origine, tout simplement, c'était autrefois, nos ancêtres avaient extrêmement peur de la foudre, hein, même de nos jours. Vous savez qu'être frappé par la foudre peut être extrêmement dangereux. Et la foudre, c'est un phénomène météorologique imprévisible qui fait peur. Certaines personnes ont même des phobies par rapport à l'orage. Et en plus d'être potentiellement dangereux, et quand on est frappé par la foudre, en fait c'est inévitable, on ne peut plus rien faire. Et donc dès le XVIIe siècle, l'idée d'avoir un coup de foudre, c'est associé à la passion. C'est une expression qui signifie tomber subitement amoureux, mais de manière inattendue et intense, comme si vous aviez été frappé. Donc c'est une évidence parce que vous avez été frappé par l'amour de manière assez forte. Et donc l'exemple d'utilisation, j'ai rencontré mon amoureux dans la rue, j'ai eu un coup de foudre pour lui instantanément. Dans nos synonymes, on a tomber amoureux instantanément, ressentir un amour instantané. Alors maintenant, est-ce que le coup de foudre existe ou pas ? Je pense moi que le coup de foudre existe, mais je pense qu'il ne faut pas le chercher. Hein. Donc je pense que si on doit avoir un coup de foudre dans sa vie, ça va arriver. Et parfois, on peut aussi l'utiliser au niveau amical. On peut avoir un coup de foudre amical, c'est on rencontre une personne et tout de suite on a des affinités, on s'entend bien avec cette personne, elle devient notre amie instantanément. Le coup de foudre n'est pas de nos jours seulement amoureux, mais autrefois, effectivement, c'était sur un plan romantique.
Tandis que maintenant, c'est plus sur un plan, à la fois romantique, mais aussi amical. Alors, l'expression « avoir un ticket », c'est marrant parce que j'avais, comme je vous ai dit, des élèves anglais qui pensaient qu'avoir un ticket, c'était, vous savez, comme quand on appelle une hotline, on a un souci, on reçoit un numéro de ticket. Ah non, hein, avoir un ticket, dans le langage amoureux français, c'est beaucoup plus romantique et moins pragmatique que ça. Ça veut dire tout simplement plaire à quelqu'un, remarquer qu'une personne est très attirée par nous, donc on va dire « Ah, j'ai un ticket avec un tel ou une telle », donc c'est assez visible. Et en anglais, je crois que l'équivalent, c'est « Someone has a thing for you » or « Someone is into you ». Voilà, donc c'est vraiment que quelqu'un s'intéresse beaucoup à vous. Donc vos amis peuvent vous dire « Hey, regarde, là, dans le bar, il y a quelqu'un qui te regarde tout le temps. Tu as un ticket avec cet inconnu ?» Ou ça peut être aussi une constatation personnelle. Je crois bien que j'ai un ticket avec François, Pierre, Paul. Et à l'origine, c'était pas quelque chose de très joli parce que ticket en argot, c'est un langage très familier. Donc l'argot, c'est un langage très très familier en français que je vous invite à ne pas utiliser. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'intelligence artificielle, elles utilisent de l'argot d'ailleurs. Il faut pas utiliser l'argot. Et donc ticket, ça signifiait une marque d'intérêt, mais à l'origine physique. C'est-à-dire que la personne s'intéressait à vous uniquement physiquement. Parce que ça voulait dire qu'une personne nous trouvait désirable, attractive, intéressante, mais elle ne s'occupait pas vraiment de notre intellect et de nos émotions. Tout ce qui l'intéressait, c'était notre physique et de satisfaire ses propres besoins. Donc avoir un ticket à l'origine n'était pas une expression drôle, qui c'était vraiment purement... alors c'est une expression argotique, et ça voulait montrer que quelqu'un était intéressé pour avoir des relations avec nous, mais pas des relations sentimentales. Alors, mais maintenant, ça a changé, voilà, parce que comme beaucoup d'expressions qui ont été oubliées ou déformées par l'usage, maintenant ça peut dire « Oh là là, j'ai vu qu'il m'a remarqué, j'ai un ticket avec lui, je vais peut-être l'inviter, je pense qu'il a envie d'aller plus loin avec moi ». Mais à l'origine, c'était vraiment purement physique. Donc un exemple d'utilisation: François n'arrête pas de te regarder, je suis sûre que tu lui plais, tu as un ticket avec lui. Alors en synonyme, pour vous aider à bien maîtriser cette expression, avoir une ouverture avec quelqu'un, avoir ses chances avec quelqu'un, plaire à quelqu'un. Alors c'est vrai qu'en langage un peu plus soutenu, on va utiliser avoir ses chances avec quelqu'un. Tu devrais inviter Sarah, tu as toutes tes chances avec elle. Ça signifie que en fait vous plaisez à cette fameuse Sarah. Donc vous adaptez en fonction de votre vie privée. Voilà un petit peu. Donc avoir un ticket, maintenant c'est devenu gentillet, hein, c'est pas autant connoté qu'auparavant. Mais l'origine de l'expression, elle était plutôt populaire et plutôt directe en termes d'attirance physique. Alors on va passer maintenant à une expression qui s'appelle compter fleurette. Alors compter fleurette, elle est assez ambiguë parce que ça pourrait être l'idée de raconter des contes, c'est-à-dire pour séduire quelqu'un, ou tout simplement montrer son intérêt, être dans une phase de séduction. Alors à l'origine, il faut savoir que fleurette, c'est le petit diminutif du mot fleur. Donc c'est vrai qu'on offre des fleurs généralement pour plaire à la personne aimée, pardon. Et donc compter fleurette, c'est chercher à séduire une personne avec de belles paroles. En anglais, c'est tout simplement to flirt. Alors à l'origine, c'est une expression qui date encore du XVIIe siècle. Fleurette étant donc, je vous ai dit, le diminutif de fleur. On offre des fleurs pour séduire. Fleur aussi synonyme de compliment. Lancer des fleurs en français, c'est-à-dire faire des compliments à quelqu'un. Et en fait, compter fleurette, ça signifie tenir des propos galants, légers, pour séduire quelqu'un. Et au XIXe siècle, on utilisait d'ailleurs même le verbe fleureter.
qui était en fait une traduction de to flirt en anglais. Vous savez, les Français, avec l'anglais, on n'a jamais été très bons, donc ils avaient entendu to flirt et ils avaient traduit par fleureter. On n'utilise plus maintenant fleureter. C'est très joli pourtant, fleureter. Et exemple d'utilisation, ce type, il m'a compté fleurette toute la soirée, mais voyant qu'il n'arrivait pas à ses fins, il est parti aux toilettes et n'est jamais revenu. Donc là, on est dans un exemple où la personne qui a compté fleurette à l'autre n'était pas une personne vraiment sincère. En synonyme, donc flirter, courtiser quelqu'un, essayer de séduire quelqu'un, faire la cour à quelqu'un, et en langage populaire, essayer de pécho. Voilà, donc pécho, pour ceux qui me le demandaient, donc c'est normalement embrasser, choper, attraper, mais c'est-à-dire séduire aussi en langage très populaire. Je ne vous invite pas pour séduire notamment des personnes françaises à utiliser un langage trop familier. Certaines personnes pourraient considérer que c'est vraiment vulgaire, d'autres pourraient apprécier, ça dépend vraiment des personnes. Néanmoins, la langue française est suffisamment riche en belles expressions, donc à la place de compter fleurette, en langage soutenu, essayez faire la cour à quelqu'un. Voilà, tenter de séduire quelqu'un, courtiser quelqu'un. Alors cette expression-là n'est vraiment pas drôle. Alors, coup de canif dans le contrat. Alors c'est tout simplement une expression qui signifie avoir été infidèle, avoir trompé son ou sa partenaire. En anglais, to have an affair. Donc le canif, à l'origine, c'est ce qui permettait d'écrire et ensuite c'est devenu un petit couteau. Le contrat, c'est le contrat que signent deux personnes qui sont mariées. Donc avant, vous savez, quand on était en couple, on était forcément mariés. Et de ce contrat liait les personnes. Et donc cette image d'un coup de canif dans le contrat, c'est comme si vous mettiez un coup de couteau pour déchirer ce contrat. Donc vous ne respectez pas vos engagements. Et c'était utilisé pour expliquer que la personne avait trompé son partenaire, avait été infidèle et n'avait pas respecté un contrat de fidélité. Bien sûr, cette expression ne s'utilise pas lorsque vous êtes dans un couple ouvert, puisqu'il n'y a pas d'idée d'infidélité, si les deux sont d'accord pour que chacun ait des relations de son côté. Mais dans le cas d'une relation exclusive où on se jure fidélité, eh bien un coup de canif dans le contrat, c'est une façon de dire il a trompé, elle a trompé. Et souvent, les gens dans les conversations vont dire suite à leurs trop nombreux coups de canif dans le contrat, ils ont fini par se séparer. Ils se sont pardonnés, mais après c'était trop fréquent. Alors exemple d'utilisation, ils ont demandé le divorce suite à son coup de canif dans le contrat avec sa collègue. Alors c'est trouver l'amour au travail aussi, alors ça change de nos jours, mais ça arrive fréquemment. Et une personne qui a commis une infidélité avec une personne sur son lieu de travail, donc là la personne a considéré que c'était un coup de canif, il l'a trompé et donc ils vont divorcer. Alors en synonyme, tromper son partenaire, être infidèle, être adultère, prendre un ou une amante. Donc c'est vraiment avoir un amant. Et donc je pense qu'on pourrait dire en anglais aussi to cheat on someone. Je suis pas sûre. Moi j'ai préféré to have an affair parce que en plus coup de canif dans le contrat, ça peut vouloir dire des choses qui sont juste ponctuelles ou plutôt même longue durée. En tout cas, ça veut dire qu'on n'a pas respecté le contrat de mariage et même si on n'est pas marié, on n'a pas respecté ce contrat d'exclusivité entre les partenaires. On va revenir à l'amour toujours avec l'expression craquer pour quelqu'un. Alors on oublie un peu ce qu'on a vu dans l'expression précédente. Craquer pour quelqu'un, c'est tomber sous le charme de quelqu'un, être séduit par quelqu'un. En anglais, on pourrait dire to fall for someone, to fall under the spell on somebody, to succumb to somebody's charms. Et ça vient de l'onomatopée crack. Vous savez, le bruit que fait une branche quand elle tombe au sol. Eh bien, au figuré, ça signifie ne pas résister, succomber au charme de quelqu'un. Et je vous ai mis un très bel exemple. Il a craqué pour elle, pour ses beaux yeux bleus, son caractère, sa silhouette, sa personnalité. On peut craquer pour quelqu'un physiquement, mais aussi intellectuellement, et les deux. Et en synonyme, d'ailleurs, vous avez tombé sous le charme,
être séduit par quelqu'un, céder au charme de quelqu'un. Voilà, si vous êtes en couple ou amoureux, c'est qu'à un moment vous avez craqué l'un pour l'autre et c'est une très jolie expression. Toujours dans les très belles expressions françaises pour parler d'amour, déclarer sa flamme. Alors, signification, faire une déclaration d'amour à l'être aimé. En anglais, to declare your love, to confess your love. Et à l'origine, eh bien, encore une fois, le XVIIe siècle. Décidément, c'est un siècle très intéressant. Donc, la flamme, au XVIIe siècle, signifiait la passion amoureuse. Donc, déclarer sa flamme, c'est en fait une métaphore pour dire on avoue ses sentiments à l'être aimé. Donc on fait une déclaration d'amour à l'autre. Ça peut être avant même d'être en couple, on va déclarer sa flamme à une personne pour qui on a le béguin. Voilà, on révise un petit peu les expressions. Et ça peut être aussi déclarer sa flamme à une personne avec qui on a été plutôt timide jusqu'à présent et on va lui faire une véritable déclaration d'amour. Mais globalement, c'est plutôt au début d'une relation, avant de se mettre en couple. Alors je vous ai mis d'ailleurs l'exemple d'utilisation. Il m'a déclaré sa flamme après avec un beau poème. J'ai succombé à l'expression de ses sentiments amoureux. Et c'est vrai qu'écrire de la poésie est une façon aussi de déclarer sa flamme, de dire de manière très belle ce qu'on ressent pour quelqu'un. Et en synonyme, je vous ai mis tout simplement faire une déclaration d'amour, déclarer ou avouer son amour à quelqu'un, exprimer ses sentiments amoureux. Alors, on continue dans une expression qui s'appelle devenir fou d'amour. Alors, une expression qui malheureusement a souvent été utilisée pour justifier des actes pas forcément correct, il était fou d'amour pour elle, c'est pourquoi il lui a téléphoné 20 fois alors qu'elle ne voulait plus lui parler, vous voyez, c'est un peu se protéger derrière la folie, parce que la signification, ça veut dire tomber passionnément amoureux de quelqu'un de manière inconditionnelle et irrationnelle. C'est un petit peu comme si c'était en dehors de notre plein gré. Alors bien sûr, l'amour, c'est toujours en dehors de notre plein gré selon certains, mais là, dans l'idée de devenir fou d'amour, c'est associé à la folie. Et en anglais, l'équivalent c'est to fall head over heels, to be crazy in love with someone. Alors, c'est une traduction, cette expression, en fait, c'est une traduction approximative de l'expression anglaise to fall head over heels, la tête par-dessus les talons, et ça exprime l'idée d'un amour tellement puissant qu'on en perd la raison. Et je vous ai mis un exemple d'utilisation. Il m'a dit qu'il était fou d'amour pour moi et pour me le prouver, il m'a demandé en mariage alors qu'on se connaît depuis une semaine. Généralement, si quelqu'un est fou d'amour pour vous, faites attention quand même. Voilà. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est les choses qui vont un peu trop vite. D'ailleurs, en synonyme de cette expression, c'est être entiché de quelqu'un, être fortement épris de quelqu'un, être toqué de quelqu'un. Alors toqué, ça vient des tocs d'ailleurs justement, lorsqu'on a des habitudes qui sont liées également à la psychiatrie, et entiché de quelqu'un, c'est avoir quelqu'un dans la tête mais de manière pas toujours très correcte. Alors quand je dis que les TOC sont liés à la psychiatrie, je veux dire par là, on a besoin souvent d'avoir un accompagnement pour guérir ces TOC. C'est par exemple quelqu'un qui va ouvrir et fermer la porte 20 fois, qui va vérifier si la fenêtre est ouverte 40 fois, sinon la personne ressent un malaise. Et donc, vous voyez, cette expression « devenir fou d'amour », en fait, moi, je l'apprécie pas trop, je trouve qu'elle est liée à la folie, et même les synonymes, c'est lié à quelque chose qui est pas très sain. Il y a des expressions beaucoup plus jolies dans la langue française, et de nos jours on a heureusement beaucoup évolué et on sait que le crime passionnel ça n'existe pas, que plaider la folie pour un crime passionnel, être fou d'amour n'est pas une excuse. Donc c'est pas une expression que j'apprécie des masses, mais c'est vrai qu'on la trouve dans énormément de livres, dans énormément de chansons, parce que dans notre imaginaire et dans nos cultures, malheureusement, on a souvent ce genre d'expression. Une autre expression plus sympathique, dire et écrire des mots doux. Alors c'est tout simplement dire ou écrire des mots tendres, des paroles tendres à l'être aimé, pour l'assurer de son amour, le séduire, lui démontrer son attachement.
Alors en équivalent anglais, hein, to say sweet words, to write sweet words. Et cette expression vient de la poésie et de la tradition orale, vous savez, de l'amour courtois en France, où les personnes déclaraient leur amour à travers des poèmes. Et pour parler d'amour, les poètes justement écrivaient des mots tendres qu'ils prononçaient de manière douce, presque en chuchotant. Et donc c'était le contraire d'un langage où on parlerait fort, et donc c'est devenu une expression pour expliquer qu'on dit de belles paroles. Alors des paroles qui peuvent être sincères, hein, c'est pas forcément péjoratif comme expression. Après, si la personne est déçue, elle peut dire oui, il m'a assailli de mots doux et c'était pas sincère. Mais à l'origine, c'est plutôt pour décrire quelque chose de sincère. Et je vous ai mis un exemple d'utilisation pour séduire Jessica. Il lui envoyait des tas de mots doux par la poste. Donc c'est qu'il lui envoyait des tas de lettres pour lui dire qu'il était amoureux d'elle. Et dans les synonymes, vous avez susurrer des mots d'amour, murmurer des mots tendres, roucouler, chuchoter des mots d'amour, écrire des mots tendres, écrire des mots d'amour, bref, même écrire un poème, hein, c'est un mot doux. D'ailleurs, on parle aussi de billet doux, hein, puisque billet, c'était une ancienne façon d'envoyer un message, ça ressemblait à une petite lettre. Donc voilà une expression que vous pouvez utiliser encore de nos jours, hein. Il m'a dit tellement de mots doux que j'ai fini par céder. Alors une expression que j'adore, être fleur bleue. Alors la signification, c'est être extrêmement romantique. L'équivalent en anglais, to be sentimental, to be a romantic person. Et pourquoi une fleur bleue? Eh bien ça vient tout simplement d'un écrivain qui appartenait au mouvement romantique allemand, Novalis. Il a écrit un roman dans lequel le personnage rêve d'une femme qui s'appelle Mathilde, dont il est fou amoureux, et lorsqu'il rêve, il passe donc du monde réel au monde imaginaire, et la fleur bleue, c'est quand il voit la fleur bleue dans son rêve, c'est qu'il est dans le monde de l'amour, dans le monde imaginaire, et cette fleur, elle symbolise en fait l'amour qu'éprouve notre héros pour cette jeune femme, et donc c'est voilà l'histoire un petit peu de ce roman de Novalis, et ce roman a eu énormément de succès et par conséquent il a donné naissance à une expression, être fleur bleue, qui veut donc dire être romantique. Je vous ai mis un exemple d'utilisation. Je n'ai pas de relation intime le premier soir car je suis quelqu'un de très fleur bleue. On utilise effectivement le mot fleur bleue pour parler d'une personne qui est vraiment dans le domaine des sentiments, plus que dans la passion physique, et donc c'est pourquoi les synonymes sont être romantique, être sentimental, et beaucoup de personnes apprécient les relations fleur bleue où on prend le temps de se découvrir, hein. C'est la Saint-Valentin, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous uniquement fleur bleue, un rendez-vous uniquement romantique sans forcément aller plus loin, juste se connaître, passer du temps ensemble. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, et donc cette expression être fleur bleue est très belle, et n'hésitez pas à lire le roman de Novalis. Alors, une expression un petit peu plus dynamique, là, c'est être marteau de quelqu'un. Tout le monde sait c'est quoi, un marteau. Et donc, un marteau, c'est un outil pour taper, pour enfoncer un clou. Et donc, ici, c'est très proche au niveau de la signification de l'expression être fou d'amour. Alors, mais c'est un petit peu plus négatif encore qu'être fou d'amour, parce qu'il y a l'idée d'obsession, c'est-à-dire que la personne, il est marteau, il est fou, et donc généralement on va l'utiliser de manière un peu plus péjorative. En anglais, c'est to be obsessed with someone, to fancy someone, to be smitten with someone. Donc là encore, tout va dépendre si c'est positif ou négatif, ça dépend du contexte, du ton sur lequel c'est prononcé, et du contexte, parce que si on dit on est complètement marteau l'un de l'autre et on rigole, c'est tout va bien, ça veut dire on est un couple fusionnel, mais si on dit il est marteau celui-là, ça veut dire il est fou, et c'est plutôt
péjoratif, on n'est pas content. Alors à l'origine, c'est une expression populaire et pragmatique. Recevoir un coup de marteau sur la tête, ça peut vous chambouler les idées, ça peut vous faire perdre un petit peu votre raison et devenir fou. Et donc, par conséquent, être marteau de quelqu'un, c'est être fou de cette personne, être fou amoureux de cette personne, mais de manière, comme je vous l'ai dit, obsessionnelle, au point d'en perdre la raison. Alors, je vous ai mis un petit exemple. Ils sont complètement marteaux l'un de l'autre. Je n'ai jamais vu un couple aussi fusionnel. C'est limite toxique. Donc là, j'ai essayé de mettre quelque chose de plutôt positif, mais en même temps, en vous mettant que l'expression être marteau de quelqu'un, ça traduit quand même des gens qui sont trop fusionnels, obsédés l'un par l'autre. En synonyme, être obsédé par quelqu'un, penser à quelqu'un sans arrêt, être toqué de quelqu'un, on retrouve cette expression toqué, être fou amoureux de quelqu'un. Plus calme, filer le parfait amour. Alors la signification, c'est vivre un amour parfait, une relation sans nuages, être en harmonie avec l'être aimé. L'équivalent anglais, c'est to be very much in love, everlasting love, a pronounced love. Et à l'origine, c'est en relation avec le verbe filer, avec le verbe tisser. On parle de tisser des liens, donc de créer des liens. Et c'est synonyme d'une relation solide, pérenne, sans encombre, parfaite et harmonieuse, où il n'y a pas de conflit. Et c'est une expression qui est apparue au 19e siècle. C'est au moment où vous avez un peu l'essor de l'industrie textile. Donc l'image, elle est très parlante. Vraiment, là, on a les liens et on file, on crée quelque chose, une pièce de tissu ensemble. Et je vous ai mis en exemple d'utilisation. En couple depuis des années, ils continuent de filer le parfait amour, pas le moindre problème entre eux. Ils sont amoureux comme au premier jour. Alors en synonyme, on pourrait dire vivre une relation parfaite, être en harmonie avec son partenaire, avoir une relation sereine et respectueuse, no clouds, pas de nuages, vraiment tout va bien, tout est harmonieux. Je souhaite à tout le monde de filer le parfait amour. Ce n'est pas ennuyeux, ça peut être passionnant et c'est vrai que c'est pas évident de trouver la personne avec qui filer le parfait amour. Des fois, il faut faire plusieurs brouillons, comme on dit, mais lorsque l'on trouve la personne idéale, c'est vraiment génial. Et puis on peut aussi filer le parfait amour pendant un moment et ensuite la relation s'effiloche. S'effiloche, c'est-à-dire ça fait des petits fils et donc là ce n'est plus aussi serein. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette explication. Pour cette expression, on va en voir encore une autre. Alors celle-ci, c'est passer la bague au doigt. Donc la signification, c'est épouser quelqu'un, se marier avec quelqu'un. En anglais, to marry someone. Et to time a knot. Et l'origine, tout simplement la bague, c'est le synonyme de l'engagement. Et donc c'est un symbole et c'est une expression qui va donc signifier une relation durable, concrétisée par un mariage civil et ou religieux. Et je vous ai mis l'exemple d'utilisation. 2 ans après leur premier baiser, il lui a passé la bague au doigt. Alors dans les synonymes, là c'est positif, passer la bague au doigt, mais il y a un synonyme quand on critique des personnes qui sont mises en couple, on va dire passer la corde au cou. Donc là c'est une image beaucoup plus négative, c'est comme si c'était une personne qui va être pendue, vous voyez, et comme si elle avait été condamnée, et donc c'est un synonyme, mais un synonyme pour décrire quelque chose de beaucoup moins positif. Donc passer la bague au doigt, et c'est aussi épouser quelqu'un, se marier avec quelqu'un, unir sa destinée avec celle d'une autre personne. Et donc, c'est quelque chose plutôt positif, et je vous ai donc dit le contraire négatif, c'est passer la corde au cou. Après, il y a une chanson du groupe Kyo que j'aime beaucoup quand il dit je ne respire que la corde au cou, dans laquelle il est il parle de relations amoureuses. Donc je comprends qu'il n'est heureux d'après les paroles de cette chanson que lorsqu'il est vraiment dans un couple avec des obligations. Voilà un petit peu aussi, donc c'est pas forcément aussi négatif que ça dépend comment la personne le ressent, encore une fois de le contexte, mais en tout cas si vous voulez parler de quelque chose de positif, utilisez passer la bague au doigt, qui est donc un synonyme de se marier.
Regarder ensemble dans la même direction. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Alors, il y avait un humoriste qui avait dit, oui, beaucoup de couples regardent dans la même direction, ils regardent le poste de télévision. Donc, il n'avait pas du tout compris l'expression. Hein. C'est comme la parodie, vous savez, d'Alfred de Musset, un seul être vous manque et la vaisselle envahit l'évier. Non, normalement, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et regarder ensemble dans la même direction, ce n'est pas regarder le poste de télévision, mais regarder l'horizon. C'est une expression qui vient d'un roman d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Il a écrit un magnifique livre qui s'appelle Terre des Hommes, et c'est une expression qu'il utilise dans son livre pour expliquer que l'amour, c'est partager un idéal commun, regarder ensemble dans la même direction. Alors la signification, c'est donc partager un idéal de vie avec son partenaire, être en accord avec lui sur l'évolution de la vie commune, bref, avoir une harmonie et être en accord ensemble. Et en anglais, c'est to look in the same direction, to share the same common values, to have the same needs and desires. Et je vous ai mis un exemple d'utilisation. Ils ont toujours regardé dans la même direction pour tout. C'est peut-être le secret de leur couple. Par exemple, si on regarde dans la même direction sur l'évolution de son couple, eh bien, il y a de fortes chances qu'effectivement on partage un idéal commun et donc que la relation va durer dans le temps. Alors en synonyme, partager un idéal commun, avoir des points communs, avoir des valeurs communes, vouloir les mêmes choses sur le long terme. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes se séparent parce qu'elles n'ont pas du tout elles ne sont pas compatibles, elles sont incompatibles, et donc regarder dans la même direction, c'est aussi l'idée d'être compatible et d'avoir les mêmes valeurs, d'avoir les mêmes connaissances, d'avoir les mêmes envies et de réussir à, en fait, même si on est différent, vous avez aussi cette expression française, hein, les contraires s'attirent, qui veut dire que des gens différents s'attirent. Il faut qu'à un moment, ils trouvent quand même un point commun, regarder dans la même direction pour faire évoluer leur couple. Et cette expression, elle a été écrite donc par Antoine de Saint-Exupéry, qui avait lui vécu des amours, avec notamment Consuelo, hein, sa femme, des amours très passionnés. C'est une petite parenthèse que je fais par rapport à cette vidéo, mais si vous avez envie de lire une correspondance amoureuse très intéressante, je vous invite vraiment à lire les lettres de d'Antoine de Saint-Exupéry, pardon, et à sa femme Consuelo. Et c'est vrai que c'est un amour qui était compliqué. Et d'ailleurs, Consuelo, c'est elle, hein, la rose du Petit Prince. Et voilà, donc regardez ensemble dans la même direction. Encore quelque chose de magnifique qui a créé Antoine de Saint-Exupéry dans un autre roman intéressant, Terre des Hommes. Tenir la chandelle. Alors moi j'aime beaucoup cette expression, tenir la chandelle, parce que c'est une signification qui veut dire on est célibataire et tout seul et on doit tenir compagnie à un couple, et on l'utilise souvent pour expliquer, eux ils sont en train de s'embrasser, de se faire des câlins, et moi je suis à côté tout seul, un peu comme quelqu'un de malheureux. Et en anglais j'aime beaucoup l'équivalent anglais, hein, to be the third wheel. Et en fait l'origine me fait beaucoup rire parce que en fait avant l'invention de l'électricité, vous aviez besoin d'éclairer à la bougie, à la chandelle, donc les pièces. Et qui était en charge de cet éclairage? C'était les domestiques. Et donc les domestiques assistaient au rendez-vous galant de leur maître, et donc à tout, à l'ensemble, c'est-à-dire au moment de la séduction, et au moment où on échangeait des mots doux, au moment où on déclarait sa flamme. Et eux, ils étaient chargés d'être le plus discret possible et d'éclairer les pièces en tenant les chandelles pour éclairer les amoureux. Donc ils étaient témoins des jeux de séduction, comme je vous ai dit, des déclarations d'amour. Ils rentraient vraiment dans l'intimité tout en devant faire comme s'ils n'étaient pas là, et rester le plus discret possible, parce que leur rôle c'était juste en fait d'éclairer la pièce. Et en fait maintenant dans le langage français, c'est ça, quand vous tenez la chandelle, en fait c'est comme si vous n'étiez pas là, hein. Les amoureux ne pensent qu'à eux et vous êtes là. Vous ne tenez plus la chandelle parce que maintenant il y a l'électricité.
mais vous tenez compagnie, mais vous ne servez pas à grand chose. Et je vous ai mis d'ailleurs l'exemple d'utilisation. Julie ne m'avait pas dit que son mec serait présent pendant le dîner. Du coup, comme j'étais seule, j'ai tenu la chandelle pendant qu'ils s'embrassaient. Et c'est vrai que pour la Saint-Valentin, je vous invite, si vous recherchez l'amour, à ne pas tenir la chandelle, ne pas accompagner des couples si c'est douloureux pour vous. En synonyme, on a être la 5e roue du carrosse, être présent pendant un rendez-vous amoureux de quelqu'un, et jouer l'entremetteur également, être un tiers complaisant. Alors pourquoi jouer l'entremetteur ? Parce qu'autrefois il y avait aussi cette technique, pas cette technique, mais cette obligation du chaperon. Il fallait qu'il y ait une autre personne, comme ça on pensait que les amoureux se tiendraient correctement. Et donc aussi jouer l'entremetteur, c'est le prétexte, je vais voir mon ami, et en fait c'est un rendez-vous avec son fiancé. Être un tiers complaisant, c'était ça, hein, c'est trouver une excuse, oui, j'organise un dîner et en fait la personne ne venait pas pour dîner avec vous, mais pour voir son amoureux. Donc voilà un petit peu, ça c'est des synonymes, mais vraiment l'idée de tenir la chandelle, c'est utilisé de manière un petit peu péjorative et quand on est agacé de la situation, parce que des fois on veut voir une amie ou un ami et lui il est avec son compagnon, ils sont fous amoureux et puis vous êtes un petit peu, voilà comme on dit en anglais, hein, la 3e roue du carrosse. Trouver l'âme sœur. Alors là, on ne tient pas la chandelle parce que quand on trouve l'âme sœur, c'est trouver sa moitié, la personne parfaitement compatible avec nous, la personne avec qui on pourra regarder dans la même direction. Vous avez vu, hein, j'essaie toujours de permettre de réviser un petit peu ce qu'on a vu. Alors l'équivalent en anglais, to find the perfect match, to meet a soul sister, to date your alter ego, to meet your soulmate. Alors à l'origine, c'est quelque chose, ce concept d'âme sœur qui est apparu pour la première fois dans un livre qui s'appelle Le Banquet de Platon. En fait, dans Le Banquet, les gens racontent des histoires autour de l'amour et il semblerait qu'à un moment, dans l'histoire des dieux, Zeus ait eu peur des humains. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ils étaient constitués de 4 jambes, 4 bras, 2 têtes, et ils n'avaient pas du tout la forme qu'ils avaient au moment où se passe le banquet. Et le narrateur explique que, ayant peur qu'il veuille le détrôner, Zeus les a coupés en 2. Mais en faisant ça, il les a laissés complètement désespérés et à la recherche de leur moitié pour l'éternité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit trouver l'âme sœur, c'est aussi trouver sa moitié. D'autant plus que Zeus, pour asseoir son pouvoir, les avait condamnés à chercher leur part manquante et à ressentir cette mélancolie quand ils ne trouvaient pas la bonne personne, quand ils ne trouvaient pas leur moitié, quand ils ne trouvaient pas l'âme sœur. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à lire Le Banquet de Platon. C'est un livre très intéressant sur les relations amoureuses et dans mon souvenir en tout cas, parce que je l'avais étudié au lycée pour être honnête, et on avait étudié juste la partie sur l'amour, donc il y a peut-être certainement d'autres choses, mais moi ça m'avait marqué cette histoire d'humains coupés en 2 par Zeus, donc une légende mythologique. Alors je vous ai mis un exemple d'utilisation. Nous sommes liés par une compatibilité parfaite, c'est mon âme sœur, et en synonyme, trouver mon alter ego, ma flamme jumelle, mon autre moi-même, être totalement compatible. Alors, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est une expression très drôle parce que souvent c'est dit de manière un petit peu péjorative quand on veut dire que les gens ne s'occupent pas de leurs relations financières, ils ne travaillent pas, ils ne veulent vivre que d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est en fait n'avoir aucun besoin matériel ou financier, on a juste besoin d'amour et vivre d'amour qui est en fait la vraie richesse, et ça veut dire également donc vivre de peu. Et donc en équivalent anglais, c'est to live on love alone, et c'est une expression qui est quand même assez ironique en français pour se moquer de quelqu'un qui est tellement amoureux.
Alors à l'origine, c'était quelqu'un qui perdait l'appétit, qui mangeait plus, donc il faisait que boire de l'eau. Voilà, donc on disait vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'alimentation. Et maintenant, on va plus l'utiliser quand on va dire on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, il faut absolument qu'on trouve un travail. Bah, ça veut dire en fait, il faut aussi qu'on paye nos factures. Et c'est bien beau de s'aimer, mais il faut aussi avoir des revenus financiers. Et les gens donc, qui choisissent de vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire des gens qui décident de vivre de peu, parce qu'ils préfèrent juste être ensemble et plutôt que de perdre du temps à aller par exemple travailler, et donc signifie ne pas avoir besoin de beaucoup pour vivre, parce que l'amour est suffisant pour certaines personnes. Alors en exemple d'utilisation, nous étions jeunes étudiants et vivions d'amour et d'eau fraîche dans notre petit studio sous les toits, mais qu'est-ce qu'on s'aimait. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on était étudiants, pas beaucoup de moyens, mais comme on avait l'amour, ça nous suffisait. En synonyme, je vous ai mis se nourrir d'amour, vivre de peu matériellement et de beaucoup d'amour. Alors c'est assez drôle parce que souvent la Saint-Valentin on va au restaurant, et donc au restaurant on ne boit pas que de l'eau fraîche, généralement les menus sont assez copieux, donc voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche c'est une très jolie expression, mais comme je vous ai dit, encore une fois ça dépend du contexte, des fois ça peut être utilisé pour se moquer des personnes, parce que quand on est amoureux au début, on a vraiment du mal à se quitter, on a besoin d'être tout le temps ensemble, et puis avec le temps bien sûr, les réalités économiques reprennent le dessus. Alors à présent, on va parler un peu de la Saint-Valentin, et historiquement, très rapidement, hein, parce que je ne vais pas vous refaire les pages Wikipédia, et je vais vous parler de certains lieux que je trouve romantique, et également d'œuvres que je trouve romantiques, et on va terminer, parce que la nourriture c'est quand même très important. N'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne française, donc on va parler sur des suggestions de menus sans forcément aller au restaurant, parce que des fois on peut aussi recevoir chez soi, concocter un petit dîner romantique. On va en parler, et on va voir ensuite si vous mettrez en commentaire si vous avez été au restaurant ou si vous avez vous-même créé un menu. On va voir quelques suggestions. D'abord quelques mots sur la Saint-Valentin. À l'origine, c'était une pratique plutôt barbare dans l'Antiquité, puisque les jeunes hommes chassaient des jeunes filles qui étaient ensuite obligées de se marier avec eux. Je ne vous refais pas la page Wikipédia, non plus je ne vous refais pas la page sur la vie de Saint Valentin, qui est un chrétien qui a été décapité parce qu'il a uni des jeunes couples, alors que l'empereur qui avait interdit ces genres d'union, et donc l'histoire de la fête des amoureux, c'est pas forcément un chemin bordé de pétales de rose. Pourtant, le 14 février, donc c'est le moment où on célèbre Valentin, donc Saint-Valentin, et c'est donc traditionnellement considéré comme une date des amoureux, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui date du XIVe siècle. Déjà en Grande-Bretagne, on célébrait Valentine's Day. De nos jours, la fête des amoureux est beaucoup plus pacifique, parce que en fait c'est chacun fait comme il veut, et il y a même des personnes qui vont dire que c'est devenu quelque chose de très commercial, et notamment voilà, quelque chose pour nous inciter à acheter, avec beaucoup de produits, avec beaucoup d'offres même dans les restaurants, dont les prix sont multipliés par 2, et c'est vrai que ça met aussi de la pression sur certaines personnes qui se sentent obligées de prouver par un cadeau ce jour-là leur amour, et parce qu'il y a des attentes, et ensuite des convictions. C'est-à-dire il y a des gens qui attendent quelque chose de la Saint-Valentin, et puis d'autres qui pensent peut-être que l'amour c'est toute l'année, pourquoi faire comme tout le monde ce jour-là. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très personnel. Il y a certaines personnes qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin du tout, qui préfèrent, comme je vous ai dit, fêter ça à un autre moment. D'autres qui au contraire disent tiens, c'est l'occasion, on va réserver cette journée pour voilà notre amour. D'ailleurs à Paris, moi je suis à Paris avec des amis, et en fait ils m'ont dit pour la Saint-Valentin ils ont eu beaucoup de mal à trouver un hôtel, parce que ils avaient en fait
comment dire, beaucoup de personnes avaient réservé, hein, donc Paris, ville romantique. Donc c'est vrai que trouver un hôtel à la Saint-Valentin, il faut s'y prendre à l'avance. Alors, bien que la Saint-Valentin soit associée à l'amour romantique, c'est aussi une fête, dans certains pays, on célèbre l'amitié. Donc l'amour en fait avec un grand A. Mais en France, on est plus, nous, sur l'amour romantique. Voilà, il faut le savoir. Hein. Même si les jeunes générations sont beaucoup plus ouvertes, on est quand même sur l'amour romantique. Donc on va offrir traditionnellement du chocolat, du parfum, de la lingerie, un repas donc au restaurant. Et c'est vrai qu'il y a une différence culturelle parce que si vous faites une déclaration d'amour à la Saint-Valentin à une personne, elle va penser que c'est de l'amour romantique. C'est pas le moment de faire une déclaration d'amitié. En tout cas vis-à-vis des Français, c'est très différent chez les Anglo-Saxons, mais en France, voilà, vraiment la Saint-Valentin, c'est lié à l'amour romantique en couple. Hein. Quand je dis romantique, c'est-à-dire en couple. Et de toute façon, la Saint-Valentin, moi j'aime bien le principe que c'est répandre l'amour en règle générale. Je trouve ça vrai d'avoir des petites attentions pour les autres, mais comme je vous ai dit, on vit dans un monde avec des différences culturelles. Donc si vous aimez bien une collègue, ne lui offrez pas une rose rouge si elle est française, parce qu'en plus une rose rouge, c'est le symbole de l'amour. Sur notre site internet frenchdiscoveries.fr, nous avons d'ailleurs écrit un article sur la signification en langage des fleurs. Et je vous invite à regarder la partie sur les roses. Mais bon, c'est important de vraiment savoir que dans le monde, on n'a pas forcément le même rapport à l'amour, hein, malgré la globalisation et la standardisation. Vous avez vu, les expressions, même donc le langage, sont toujours très différents. Maintenant, on va parler de quelque chose d'assez intéressant, c'est la nourriture. Alors avant de parler de nourriture, mais néanmoins dans la série, il y a beaucoup de nourriture, je vous rappelle que nous avons développé une série qui s'appelle Trouver l'amour à Paris sur notre chaîne YouTube. Et si vous aimez les histoires d'amour et que vous apprenez le français, eh bien retrouvez cette série avec des exercices et corrigés. C'est vraiment une série dans laquelle on a balayé beaucoup de choses. Il y a 11 épisodes et ça va reprendre, la saison 2 va reprendre et voilà, je vous invite vraiment à l'écouter, à faire les exercices et les corriger. C'est quelque chose qui peut vous aider à progresser. Je vais vous parler également des lieux romantiques à Paris. Alors bien sûr le Pont des Arts, Montmartre, le domaine de Saint-Cloud, le château de Versailles, le jardin du musée de la vie romantique, la place Dauphine, le parc des Tuileries. Alors c'est pas une liste que j'ai fait avec ChatGPT, ce sont des lieux que dans ma grande carrière amoureuse j'ai testé et donc je peux vous attester que ce sont des lieux romantiques si vous venez à Paris pour la première fois. C'est testé et validé, voilà. Dans les lieux romantiques ailleurs, bien sûr Venise, mais aussi Londres et New York. Ça c'est vraiment mes goûts personnels. Maintenant je vais vous parler des livres que je trouve romantiques en français. C'est beaucoup des livres effectivement du 19e siècle ou du 18e siècle. Alors La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas-Fils, vraiment pour moi c'est un livre extrêmement romantique. La joie de vivre d'Émile Zola. Pour moi, c'est un livre qui montre vraiment l'amour profond que l'on peut ressentir pour quelqu'un. Madame Bovary, pour moi, c'est très romantique, notamment l'attitude du mari de Madame Bovary. Je ne vais pas vous spoiler le livre, mais il y a du romantisme là où on ne s'attend pas à en trouver. La princesse de Clèves, qui pour moi est vraiment quelque chose qu'il faut lire, que vous soyez français ou étranger. Le Rouge et le Noir et Manon Lescaut. Alors maintenant, je vais vous parler de livres romantiques internationaux, bien sûr Roméo et Juliette, bien sûr Les Hauts de Hurlevent. Donc Les Hauts de Hurlevent, il y a d'ailleurs actuellement au cinéma un film là qui est dans les écrans. Et Les Années douces, qui est un roman coréen avec des personnages qui prennent leur temps pour tomber amoureux. Et pour moi, Les Années douces, ça reste le roman d'amour par excellence. Il a été adapté en manga, mais lisez le roman, il est vraiment magnifique. Et pour moi, ça, c'est des livres romantiques
intéressant. Alors bien sûr, sur notre chaîne, on a également parlé de la romance, d'apprendre avec la romance, et je les ai pas écrits ici, mais moi j'adore les romans d'Anna Lyra, qui est donc une autrice qui écrit notamment dans la collection Victoria chez Harlequin. J'aime beaucoup ses livres, et puis tous les livres d'ailleurs de la collection Victoria de chez Harlequin. Ça, c'est les choses qui ont ma préférence, puisque j'aime la romance historique. Alors, à présent, je vais vous faire une proposition de menu romantique si vous choisissez de rester chez vous et d'organiser un repas pour votre fiancé. Alors déjà, vous n'oubliez pas les chandelles et les pétales de rose, hein, c'est très important. Et pour les hors d'œuvre, moi je pense que des croustillants de foie gras, si vous mangez du foie gras, c'est très bon. Des mini bruschetta aux légumes, si vous êtes végétarien. Des toasts au chutney à la mangue. Alors vous voyez, des hors d'œuvre plutôt légers. Bon, même si certains vont dire que le foie gras c'est pas quelque chose de très léger, mais pas quelque chose, des petits toasts, hein, des petits hors d'œuvre. Avant de rentrer dans l'entrée, alors dans l'entrée vous pouvez faire des brochettes de crevettes et de Saint-Jacques marinées. Vous pouvez faire également des samosas aux légumes. Vous pouvez aussi déguster des œufs de caille. Alors on connaît les œufs de poule, mais les œufs de caille en France on en trouve assez facilement. Des œufs de caille cocotte au comté. Alors le comté c'est un fromage que je vous conseille, mais qui est assez calorique, mais très très bon. Hein. De toute façon, on ne fait pas régime. Hein. Et puis des ravioles. Alors ça, c'est parce que je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et les ravioles, c'est vrai que c'est quelque chose en entrée de léger, de fin. Elles sont en plus, vous avez des ravioles Saint-Jean que j'aime beaucoup et qui sont avec beaucoup de déclinaisons. Donc vous pouvez vraiment faire quelque chose de sympathique. En plat, eh bien, moi je trouve, ça me fait penser à l'Italie, des spaghettis à la vongole, un risotto, mais vous pouvez aussi faire du magret de canard à l'orange, un coulibiac de saumon. Vous pouvez l'acheter, un coulibiac de saumon, hein, si vraiment vous n'avez pas le temps de le faire. Et tous les plats italiens, pour moi la nourriture italienne, elle est forcément romantique. Bon. En dessert, alors n'importe quel dessert avec du chocolat, hein, ça c'est un incontournable, avec du chocolat, de la framboise, du citron. Par exemple aussi, vous pouvez tenter une pavlova fruits rouges avec de la chantilly en accompagnement. Et puis en boisson, eh bien du rouge, des bulles, des jus de fruits rouges, et puis des tisanes hein, pour la digestion, parce que la soirée continue après le repas. Hein. Le but c'est pas de trop manger, le but c'est de manger en compagnie de l'être aimé. Donc toutes ces recettes, vous allez ensuite sur internet, vous tapez et vous pourrez trouver facilement plein de liens pour faire ces recettes à la maison. Je serais d'ailleurs très curieuse de savoir si vous avez cuisiné pour votre cher et tendre.